Bon, donc on va reprendre si vous voulez bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour la plasticité? Premièrement, on a choisi un critère de limite élastique, c'est-à-dire on a décidé qu'à partir de telle déformation, ça faisait des réarrangements. Et deuxièmement, on a choisi une variable mnésique, P, avec une certaine manière d'enregistrer l'histoire. C'est-à-dire ici, c'était le plus grand déplacement. Le plus grand dépassement de la limite élastique depuis l'instant de référence. Alors évidemment, ces choses-là, je ne les ai pas cachées, c'est-à-dire c'est des choix et vous pouvez, si vous voulez construire d'autres modèles, faire d'autres choix. Bien, alors donc on va continuer ce modèle et regarder le comportement mécanique. Alors comme d'habitude, le comportement mécanique se déduit de la non-négativité de la dissipation intrinsèque. Donc, quel que soit T, quel que soit D, donc pour toute évolution à partir de tout état, eh bien, la dissipation intrinsèque, c'est la même formule que celle que j'ai donnée tout à l'heure, avec simplement le fait que j'ai remplacé alpha par P. Alpha, c'était la variable mnésique. Une remarque, Thierry, là j'en profite, une précision de vocabulaire. Dans les gens qui parlent d'inélasticité, moi je les appelle variables mnésiques. Mnésique, ça vient de mémoire, c'est-à-dire de l'enregistrement de la mémoire de ce qui s'est passé avant l'état actuel. C'est souvent appelé variable interne. Variable interne, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a pas de variable externe là-dedans. Quelquefois, il y en a qui font une opposition observable-non observable, ou bien encore variable visible et cachée. Bon, vous trouverez différents vocabulaires dans la littérature qui sont pour moi plutôt évocateurs d'une mauvaise suggestion. Parce que l'idée, c'est bien ça, c'est de se souvenir du chemin par lequel on est passé pour avoir une valeur actuelle. Et la manière d'enregistrer ce souvenir. Donc, un résumé utile de l'histoire. Et c'est pour ça que je propose que je les appelle variables mnésiques. Bon, donc voilà, ce point de vocabulaire étant posé. Et le sigma ref que vous avez aussi, là, dans cette formule, je lui ai mis un petit P pour bien rappeler que c'est fonction de l'énergie libre massique de Helmholtz, qui est fonction de toutes les variables d'état, y compris de P. C'est-à-dire que ça n'est plus une contrainte élastique. Ça dépend de la valeur actuelle de la classification. Parce que, je vous rappelle que le sigma ref, il est défini par les dérivées partielles par rapport aux variables cinématiques, mais que l'énergie libre est fonction de P, donc le P apparaît dans ces dérivées partielles. D'accord? Voilà. Bon. Donc, sigma ref est une fonction de P, même si quand on calcule, on ne dérive que par rapport aux variables d'état cinématique I1 et IM. D'accord? Voilà, c'est important de le souligner. Alors, cette fois-ci, je ne savais pas trop quoi faire du alpha point, mais maintenant je sais quoi faire du P point. Je le remplace par la valeur de sa dérivée que nous venons d'établir dans la feuille précédente. Donc, le H, c'est la fonction de Heaviside, enfin, la pseudo-Heaviside. Et ce que vous avez, la partie positive, j'ai remplacé le gamma point par S gamma 2.D, comme toute... et donc, tout ceci est indépendant de T points. Et donc, je vais pouvoir dire que lorsque je fais quel que soit T points, ceci doit être positif ou nul. Ça va m'entraîner avec le raisonnement habituel que le facteur de T points est nécessairement nul, puisque c'est une fonction d'état qui ne peut pas être fonction de T points. D'accord? Voilà. Bon. Donc, on a encore la relation de Helmholtz dans ce modèle de plasticité. Petit détail, si gamma lim était fonction de T, eh bien, ça changerait. Vous voyez? Parce que dans l'expression de la dérivée P point, il se pourrait qu'il y ait des T points qui apparaissent, et donc à ce moment-là, ça changerait le facteur de T point. Vous voyez? Bon. Voilà, donc c'est le raisonnement habituel pour obtenir la relation de Helmholtz. Et donc, on va regarder donc, ce qui reste, le comportement mécanique. Le comportement mécanique, et donc c'est la partie indépendante de T points qui va être positive ou nulle. Et pour les mêmes raisons,
puisque je vais avoir une discussion sur la valeur du h là, que vous avez là. C'est soit 0, soit 1. Vous voyez? C'est-à-dire, de manière dans l'espace des états, ça veut dire je suis sur la frontière des espaces des états, ou bien je suis à l'intérieur de l'espace des états. Vous voyez? Ça, c'est important. Donc, on va avoir deux lois de comportement. Vous voyez? Donc, alors, supposons d'abord que gamma moins p moins gamma lim donc, est égal à 0. C'est-à-dire, je suis sur la frontière des états admissibles. Hein? Alors, et puis, d'autre part, pour que ça soit non nul aussi, le S gamma de point D, qui est le gamma point, donc gamma doit être en train d'augmenter. Hein? Donc, gamma point positif, ou S2 point, S2 point D positif. D'accord? Alors, donc, si j'ai ces deux conditions, le H vaut 1, et la partie positive de S2 point D est positive, non nulle. D'accord? À ce moment-là, donc, j'ai un état qui est en train d'évoluer sur la frontière des états admissibles, hein, et gamma augmente. D'accord? Si j'ai ces deux conditions, avec un et je l'ai écrit en rouge, hein, alors l'évolution est plastifiante, c'est-à-dire que j'ai P point positif. Vous voyez tout ça? Hein? Pour que P point soit positif, il faut que les termes en rouge que vous avez là-bas soient positifs, c'est-à-dire que le grand H soit égal à 1, je suis sur la frontière, et que gamma augmente, gamma point positif. D'accord? À ce moment-là, j'ai une évolution qu'on appelle une évolution plastifiante, c'est-à-dire P point positif. Ça va? Donc cette discussion est très importante. Hein, bon, l'autre cas, le contraire, alors, bon non, on va aller jusqu'au bout. Alors, dans ce cas-là, donc, j'ai sigma moins sigma ref, enfin le tout de point D, quoi, hein, avec le H qui vaut 1 maintenant, et puis le S gamma de point D qui est positif, donc j'enlève la partie positive. Hein, et à ce moment-là, donc voilà ma loi de comportement que je vais déduire de ça, c'est-à-dire que ceci doit être positif, et donc le terme entre parenthèses est nécessairement fonction de la vitesse de déformation grand D. Vous voyez? Et donc, je peux en déduire qu'il existe une fonction f telle que sigma est égal à sigma fp plus rho dp de la dérivée partielle par rapport à p de f psi plus une fonction de d. Vous voyez? Cette fonction de d, elle doit être choisie telle que f de point d soit positif. Vous voyez? Donc, le raisonnement est presque le même que tout à l'heure. Hein, mais j'ai une variable d'état en plus d'abord, et donc là encore, j'ai une loi d'évolution donc pour une évolution plastifiante, c'est-à-dire dans le cas où P point est positif, c'est-à-dire P est en train d'augmenter. D'accord? Voilà ma première loi de comportement. Hein. Sigma est égal à sigma fp, le sigma fp, bon, défini à partir de l'énergie libre, plus des termes supplémentaires. D'accord? Bien. Deuxième cas, dans le cas contraire, soit je suis à l'intérieur des états, c'est à l'intérieur des états admissibles, pardon. Hein, donc j'ai gamma moins p moins gamma lim négatif, c'est-à-dire le grand H vaut 0. Hein, soit la partie positive de gamma point est égale à 0, c'est-à-dire gamma diminue. D'accord? Ou nul. Hein. Donc l'état est à l'intérieur des états admissibles, ou bien évolue vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il se peut que je sois sur l'état sur la frontière de l'espace des états admissibles et que j'ai gamma qui diminue, c'est-à-dire j'évolue vers l'intérieur. D'accord? Et donc, à ce moment-là, l'évolution est non plastifiante, c'est-à-dire j'ai P point qui est égal à 0. Ça, c'est marqué en haut dans le rouge. Hein. Soit H est égal à 0, soit la partie positive de gamma point est égale à 0. D'accord? À ce moment-là, l'évolution est non plastifiante. Hein, et donc, la dissipation intrinsèque, le dernier terme là-haut disparaît. Et donc, il me reste que sigma moins sigma ref de point D est égal à 0.
Hein. Quelque chose qui ressemble à l'élasticité, mais qui n'en est pas, parce que n'oubliez pas que sigma ref est une fonction de P. Hein, tandis que dans l'élasticité, il n'y avait pas de variable mnésique. D'accord? Et donc, il existe une fonction G, telle que dans une évolution plastifiante, non plastifiante, pardon, hein, eh bien, sigma égale sigma ref play plus G de D. Vous voyez? Donc là, on est obligé de discuter sur ce grand H là, c'est-à-dire je suis à l'extérieur, sur la frontière des états admissibles ou pas, hein, et gamma augmente ou pas. Vous voyez? Et comme on peut avoir une histoire de gamma comme on veut, on fait ces éléments qu'on veut, eh bien il faut discuter tous ces cas-là. Donc en fait, l'évolution plastifiante, il faut que je sois sur la frontière des états admissibles. Deuxièmement, que gamma augmente. Hein. Et si je ne suis pas dans ces deux cas-là ensemble, eh bien soit l'un, soit le contraire de l'un, soit le contraire de l'autre, l'évolution est non plastifiante. Je suis en train de diminuer gamma, ou bien je suis à l'intérieur des états admissibles. Vous voyez? Bon, alors, donc ça, c'est un point important. Et donc, on a apparemment deux lois de comportement selon qu'on a une évolution plastifiante ou non. Hein? Bon, il y a quand même des choses à dire. On a deux lois de comportement, donc je les rappelle. L'état évolue sur la frontière de l'état admissible, c'est pour les évolutions plastifiantes. Donc, on a ça. Ou bien, avec évidemment la condition f de d de point d est nécessairement positif ou nul pour que la dissipation intrinsèque soit non négative. Et en évolution plastifiante, on a ça. Voilà, avec g de d, hein, pas la même fonction, et g de d de point d, nécessairement positif ou nul aussi. Alors quand même, il y a une question qui se pose, si je suis avec un état qui est sur la frontière des états admissibles, hein, et la contrainte, si gamma augmente à une certaine valeur, et si gamma diminue à une autre valeur. Vous voyez? Donc il faut assurer la continuité des contraintes. Ce n'est pas possible ça. Hein. Donc en fait, on a une condition qui va apparaître, hein, pour un état situé sur la frontière des états admissibles, qu'il ne peut pas savoir comment gamma évolue. Gamma peut augmenter ou diminuer, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut que la contrainte soit la même. Donc c'est ce que j'appelle la continuité des contraintes sur la frontière des états admissibles. Alors donc, bon, ben, c'est facile à voir. Donc quel que soit t, d, la vitesse de déformation, et quel que soit l'état sur la frontière des états admissibles, c'est-à-dire lorsque gamma moins p est égal à gamma lim, alors il faut que la contrainte en évolution plastifiante ou la contrainte en évolution non plastifiante à partir d'un état sur la frontière soit la même. D'accord? Voilà. Donc ça m'amène à écrire que, vous voyez la différence entre les deux, c'est le dérompé de f psi, là. Hein? Lorsque gamma est égal à gamma lim, lorsque gamma moins p est égal à gamma lim, c'est-à-dire lorsque je suis sur la frontière, eh bien cette dérivée partielle doit être égale à 0. Donc c'est une condition supplémentaire qui n'apparaissait pas en élasticité. Vous voyez? C'est que l'énergie libre qu'on va construire, eh bien, elle n'est pas si libre que ça. C'est-à-dire que la dérivée par rapport à P, pour les états qui sont sur la frontière, doit être égale à 0. C'est une condition supplémentaire dont on devra tenir compte lorsque on va construire une énergie libre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une condition sur la fonction d'état dérompée de f psi. Hein? Et il y a la même... Donc ça veut dire que dérompée de f psi, qui est une fonction de t i1, im, et de p égale gamma moins gamma lim. Hein. Donc, vous voyez, c'est une valeur particulière d'une des variables d'état. Hein. Donc, la dérivée par rapport à p pour un point qui est sur la frontière des états, c'est ça que j'écris, hein, exactement. C'est-à-dire que p est égal à gamma moins gamma lim. La dernière variable d'état, p, a une certaine valeur particulière. Ça a l'air de te déranger, Emmanuel, là. Non? Hein? Bon. Donc, lorsque P est égal à gamma moins gamma lim, c'est-à-dire quand on est sur la frontière des états admissibles. C'est ça que j'écris. Hein? Alors, donc, ceci doit être égal à 0. Hein? Donc,
je calcule la dérivée par rapport à P de psi, je me mets sur un point de la frontière, c'est-à-dire une certaine relation entre les variables d'état, d'accord? Et ça doit donner 0. D'accord? Bien. Donc c'est une équadif sur f psi, ou plutôt sur dp de f psi, lorsque on est sur la frontière des états admissibles. Et la contrainte en évolution plastifiante, donc, puisque je suis en évolution plastifiante et que cette dérivée partielle est égale à 0, en fait, eh bien, les deux lois de comportement sont presque les mêmes, sauf que f et g ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire les viscosités, si vous voulez, pour parler rapidement, ne sont pas les mêmes en évolution non plastifiante et en évolution plastifiante. Pas forcément les mêmes, on peut prendre les mêmes si on veut, hein. Mais voilà. Donc finalement, les deux lois de comportement se ressemblent, parce que quand je suis en évolution plastifiante, c'est-à-dire que je suis forcément sur la frontière des états admissibles, alors le d rond P que vous avez là-haut est égal à 0. Et donc finalement, les deux lois de comportement ont la même apparence, hein, ici. Bon, la continuité aussi des contraintes de dissipation, hein, évidemment. Bon, c'est-à-dire qu'il faut choisir les fonctions f et g telles qu'elles se raccordent lorsqu'on est sur la frontière des états admissibles. Alors c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que c'est ça le plus difficile à maîtriser lorsqu'on passe de plasticité. Est-ce qu'on est sur la frontière des états admissibles ou est-ce qu'on n'y est pas, hein? Quand on n'est pas sur la frontière, c'est sûr, c'est non plastifiant. Quand on est sur la frontière des états admissibles, c'est peut-être plastifiant si gamma augmente, ou peut-être pas. Vous voyez, il y a des tas d'évolutions où vous restez sur la frontière des états admissibles et pour lesquels il n'y aura pas de plastification. Hein? D'accord? Bien, on en verra des exemples tout à l'heure. Donc voilà pour la loi de comportement mécanique. Hein? Donc une condition sur les fonctions dissipatives, G sur la frontière est égal à F lorsqu'on est sur la frontière aussi, etc. Bien, récapitulons un petit peu tout ce qu'on vient de voir là pour comprendre le comportement mécanique d'un milieu plastique. Donc les variables d'état, la température, les variables d'état cinématiques, donc la déformation, les anisotropies éventuelles, et la plastification. Hein? Donc on a commencé par faire ce choix-là de variable d'état. Où P est défini comme ça. C'est-à-dire que non seulement j'ai choisi un critère de limite élastique, gamma lim, hein, mais j'ai aussi choisi la manière dont P enregistre l'histoire, c'est-à-dire ici, j'ai dit, c'est le plus grand déplacement qui s'est produit depuis l'instant T0 initial. D'accord? Il y a un espace des états admissibles, c'est-à-dire que dans l'espace des états qui est Rm plus 2, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi, il y a une inégalité qu'il faut respecter. La voilà. Hein. Gamma moins P inférieur ou égal à gamma lim. Hein. Ça, on l'a vu, c'est dû au choix de la fonction de mémorisation, hein, que j'ai faite là. D'accord? La loi d'évolution, P point, la voilà. Hein? Voilà comment P évolue. Hein? Et on a besoin de cette expression de P point quand on fait de la thermodynamique et qu'on regarde en fonction de la dérivée des dérivées particulières des variables d'état. Hein? Donc P point, il est non nul si H vaut 1, c'est-à-dire lorsqu'on est sur la frontière, on ne peut pas être au-delà de toute façon, hein, et lorsque gamma point est positif. La loi de comportement mécanique, la voilà. Hein, c'est-à-dire en comportement, donc c'est sigma égale sigma Fp plus une contrainte supplémentaire. Alors j'avais deux fonctions f et g là que j'ai rassemblées en une seule. Parce que suivant que h vaut 0 ou 1, vous avez l'une ou vous avez l'autre. Hein. C'est une manière de résumer les choses. Hein. C'est les fonctions dissipatives dans le cas où on a une évolution plastifiante ou pas plastifiante. D'accord? Voilà. Sigma F, je le rappelle, c'est la dérivée de F psi, donc l'énergie libre qu'on n'a pas encore construit, mais on va en construire une là justement, hein, pour voir comment s'y prendre. Mais la dérivée seulement par rapport aux variables d'état cinématiques,
hein, mais ça reste fonction de P parce que dans l'énergie libre, il y a P. D'accord? Voilà. Donc, il y a des gens qui appellent ça la contrainte élastique. C'est-à-dire, lorsqu'on ne platifie pas, on dit que le comportement élastique, ce n'est pas vraiment raisonnable parce qu'il y a un P dans les variables d'état et donc on ne peut pas vraiment dire que c'est élastique. Hein. Bon. Donc, la contrainte dissipative, vous avez le droit de la choisir nulle parce que, en fait, vous aurez tout simplement une dissipation intrinsèque, nulle. Ce n'est pas gênant. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant ou en entendant parler, on peut faire un modèle plastique sans dissipation. Vous voyez? La dissipation intrinsèque peut être nulle, et il y aura un comportement plastique quand même. Alors, toutes ces ambiguïtés de langage dont j'ai eu du mal à me débarrasser à cause de mes lectures anciennes, en fait, hein, c'est que le mot dissipation, il change de sens suivant le contexte. Donc moi, j'en ai jamais changé. La dissipation, c'est la définition de ce que j'avais écrit. Hein, voilà, l'inégalité de Clausius-Duhem, et rien d'autre. Hein. Et il y a des gens qui appellent dissipation, non pas cette puissance par unité de volume, mais des travaux. Dans certains cycles, qui sont des aires de cycle dans des espaces qui ne sont pas des espaces de variables d'état. Alors donc, on n'y comprend plus rien, quoi. Donc faites attention au vocabulaire quand vous faites des lectures. Hein. Le mot dissipation, il est mis à toutes les sauces et c'est tout à fait déraisonnable. Hein. Voilà. Donc on peut construire un modèle de plasticité, d'ailleurs on va en faire fonctionner un, où la dissipation intrinsèque est nulle, hein, et le comportement est bien plastique, hein, il n'y a aucun problème. Alors la loi de comportement thermique, bon, c'est juste pour faire un rappel avec la loi de comportement mécanique. La loi de comportement mécanique se déduit de la non-négativité de la dissipation intrinsèque. La loi de comportement thermique, on l'a déjà vu en élasticité et même avant, hein, elle se déduit de la non-négativité de la dissipation thermique. Alors celle-là, elle n'est jamais nulle, parce que c'est rare qu'on ait un grade T qui soit égal à 0, hein, sauf idéalisation outrancière, quoi. Donc il y a toujours une loi de comportement thermique. Donc là, bon, là j'ai écrit une loi générale, mais souvent dans les textes, vous verrez qu'on y câble la loi de Fourier, tout bêtement, Q égale moins alpha grade T. Mais enfin, bon, la loi de Fourier, c'est comme les lois de comportement mécanique, on a des choix. Hein, c'est pas obligé de la choisir. Alors donc, pour terminer la construction du modèle, parce que j'ai la loi de comportement en fonction de sigma ref, mais sigma ref, c'est calculé à partir des dérivées partielles de l'énergie libre. Il faut que j'ai une énergie libre en fonction des variables d'état, et qui soit en fait la caractéristique du matériau que je suis en train d'étudier. Chaque matériau a sa propre expression de l'énergie libre en fonction des variables d'état. Vous voyez? Bon, alors donc il faut le faire, et encore une fois, je répète que choisir une expression d'énergie libre totalement arbitraire risque de vous faire construire un modèle mécaniquement absurde, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas toutes les dérivées, etc. Et vous risquez de construire une loi de comportement complètement absurde, même si elle est thermodynamiquement admissible, garantie, là, parce que vous avez, mais ça ne suffit pas pour construire Fψ. Voilà. Donc, avec la condition, je la souligne, de continuité des contraintes, c'est-à-dire que l'énergie libre, non seulement on ne peut pas la choisir n'importe comment, mais en plus, quand on est sur la frontière des états admissibles, il faut que cette dérivée par rapport à P soit nulle. C'est-à-dire que lorsqu'on a une évolution sur la frontière des états admissibles, l'énergie libre ne varie pas, hein, en fonction de la plastification. Vous voyez? Donc si dans une évolution plastifiante, l'énergie libre ne varie pas, c'est ça qu'on écrit. Hein, voilà. Alors on va le faire. On va construire une énergie libre avec toutes les conditions qu'on a là. Et je vais vous montrer que la construction d'une énergie libre se ramène à l'exécution de quelques expériences élémentaires et qu'on va pouvoir construire l'expression de l'énergie libre en fonction de ces expériences. Donc voilà, vous faites les expériences, vous rentrez les fonctions expérimentales et vous avez votre énergie libre,
Ou ce que je vais faire ensuite dans la suite, au lieu de faire des expériences, je vais les idéaliser, mais de manière physiquement raisonnable. On en reparlera. D'accord? Alors, les variables d'état que je choisis. Je fais un peu comme en élasticité. J'ai trouvé que 3 invariants pour la déformation, c'était trop. Hein. Donc, je n'en prends que 2. KV et delta. Ce qui revient, revoyez ce qu'on a vu en élasticité, à ignorer l'invariant B2. Hein, puisque KV, c'est la dilatation volumique, c'est le déterminant de B, c'est-à-dire l'invariant B3. Et puis, la définition de delta, c'est B1 à la puissance 3,5 sur B3 à la puissance 1,5. On n'utilise pas B2. Hein. Et gamma est calculé à partir de delta, donc en fait, c'est la même chose à quelques équations près. Hein. Donc, 2 invariants pour la déformation, mais vous pouvez en prendre 3 si vous voulez, mais vous allez construire un modèle plus compliqué, puisqu'il y aura une variable d'état en plus. Et on a vu qu'en élasticité, le modèle TKV delta, il marchait bien. Hein. Donc là, c'est TKV gamma. Hein, c'est presque pareil que TKV delta. Et P, bien sûr, la variable mnésique supplémentaire. Bon, donc on a 4 variables. Hein. Donc il faut identifier une fonction d'état en fonction de 4 variables. Hein. C'est déjà pas mal comme travail expérimental. Bon, alors le modèle est isotrope ici parce que je n'ai pas mis de NT. Donc vous voyez que dans les invariants I1 et IM, il n'y en a que 2, KV et delta, donc KV et gamma ici, pardon. Et il n'y a rien qui fait intervenir les directions d'anisotropie. Donc là, je suis en train de construire un modèle plastique isotrope. Hein. Bon, alors on pourrait faire plus compliqué, mais le nombre de I1 et IM, en fait, n'est pas essentiel. Ça va changer le sigma ref et c'est tout. Hein, voilà. Bien. La loi d'évolution de la variable mnésique, c'est celle-là. Hein, je la rappelle. On ne va pas en changer. Et donc, pour construire une énergie libre, eh bien, il faut que je construise un chemin qui part de l'état de référence, pas déformé, température T0, etc., jusqu'à un état admissible quelconque. Admissible quelconque. D'accord? Bon. Alors voilà, l'état de référence que je prends comme point de départ, température T0. Voilà, on décide que c'est, je ne sais pas, si vous voulez, 20 degrés C, si vous en avez envie. Hein. La première variable, c'est KV, c'est 1, il n'y a pas de dilatation volumique. Hein. Le 0 d'après, c'est gamma, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas cisaillé, on n'a rien fait. Hein. Et on n'a pas plastifié non plus, c'est la 4e variable. Vous voyez. Et il faut que j'arrive à un état avec une température quelconque, avec une dilatation volumique quelconque, avec un gamma quelconque et un P quelconque. D'accord? Ben, c'est pas compliqué, on va le faire. Voilà. Allez, je commence par faire un état élémentaire, une variation élémentaire de température. C'est tout. Vous voyez, je ne fais rien que de changer T dans ce premier chemin élémentaire. D'accord? Bon, alors donc, j'aboutis à un état que j'appelle E1 avec le chemin C1, qui est un échauffement à déformation bloquée. Alors d'accord, c'est peut-être difficile à réaliser, de bloquer la déformation. On verra comment expérimentalement on peut approcher ça. Hein. Tout à l'heure, je dirais, bah oui, on va le faire en 2 étapes. On va le chauffer en le laissant se dilater, puis on va le recomprimer pour amener la dilatation volumique à 1. On peut le faire en 2 étapes, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, on fait ça. Bon, ensuite, je fais varier la 2e variable d'état qui fait passer de 1 à KV. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je change la dilatation volumique, mais toujours aucun gamma, c'est-à-dire aucune distorsion. D'accord? Donc c'est un gonflement, hein, ou une compression, mais sphérique. D'accord? Même si c'est difficilement réalisable, peu importe. On pourra l'approcher expérimentalement aussi. Hein. Bon, donc là, j'obtiens un état qui est TKV 00. D'accord? Bon, ensuite, je fais varier gamma. Alors, ici, vous voyez que gamma, je le fais varier de 0 à gamma lim. Pourquoi je fais varier de 0 à gamma lim? C'est donc gamma est inférieur à gamma lim, là, je vais y aller doucement, hein,
mais je vais jusqu'à gamma lim parce que j'ai envie de faire varier la plastification et que je dois être sur la frontière des états admissibles. Vous voyez? Donc il faut absolument que j'arrive à gamma égale à gamma lim et après que je continue pour avoir des gammas supérieurs à gamma lim, c'est-à-dire je continue à cisailler mon éprouvette au-delà de la limite élastique pour faire varier la plastification. Bon, très bien. Donc là, c'est le chemin C3. Donc je reste en fait avec une plastification nulle, c'est-à-dire quasiment comme en élasticité, jusqu'à gamma lim. Bien. Alors pour illustrer ça, je vous fais un sous-espace des états ici, où vous voyez donc c'est un sous-espace parce que je dis que dans l'espace R4 ici, puisque j'ai 4 variables d'état, je vais supposer que T égale constante et KV égale constante. C'est-à-dire j'ai déjà posé la température et la dilatation volumique. Hein, et je vais regarder comment évoluent les deux autres variables P et gamma. D'accord? Donc j'ai un espace des états ici qui est limité à la dimension 2, puisque j'ai fixé 2 variables. Et j'ai tracé en pointillé la frontière des états admissibles. C'est-à-dire que je dois être à gauche, là, sur la figure, pour être dans les états admissibles. Jamais à droite. Hein. C'est-à-dire gamma moins P supérieur à gamma lim. D'accord? Donc j'ai mis la frontière. Et donc sur le chemin C3 que je viens de tracer, quelle est l'évolution dans ce sous-espace? Eh bien, je suis parti de P égale 0, gamma égale 0, à P égale 0, gamma égale gamma lim. C'est-à-dire j'ai fait ce chemin-là. D'accord? Ça va? Dans le sous-espace, voilà le chemin dans le sous-espace. Hein. Normalement, je trace un chemin dans R4, mais ici, je le fais seulement dans R2 pour y voir clair. Hein. Bon, d'accord? Alors, l'étape suivante, une fois que je suis arrivé à gamma lim et que je veux obtenir un état quelconque avec une plastification quelconque, eh bien, il faut que je plastifie. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais dans le chemin chez 4, évoluer pour obtenir un gamma qui va être égal à gamma lim plus P et une plastification P. D'accord? Donc, dans la figure du bas, voilà le chemin. C'est-à-dire que je fais augmenter à la fois P et gamma, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, je dois rester sur la frontière des états admissibles. Hein. Donc, à la fin, j'obtiens un état qui est TKV, bon, d'accord, ils n'ont pas changé, hein. Gamma lim plus P, c'est la valeur de gamma, hein, et P, la plastification. D'accord? Et bon, après, pour obtenir l'état quelconque, eh bien, j'ai qu'à repasser de gamma lim plus P à gamma. D'accord? Donc, par ce chemin, et vous voyez que j'ai dû, dans l'espace des états, passer par la frontière des états admissibles pour avoir une évolution plastifiante, hein, et ensuite revenir à une valeur gamma arbitraire. Donc là, maintenant, grâce à un chemin comme ça, je suis capable d'atteindre n'importe quel état admissible. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? S'il y a des questions, c'est peut-être maintenant, là, parce que c'est un point important du raisonnement. Oui? Le gamma lim, pas très clair pour moi, c'est quelque chose qui est observé expérimentalement, préalablement. C'est une limite élastique caractéristique du matériau. Préalablement, tu as fait une expérience et tu as vu qu'en dessous de telle limite, ça revient. À vrai dire, non. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on voit que quand tu fais ton expérience de cisaillement, tu n'as qu'à la prolonger, tu le verras le passer, le gamma lim, parce qu'il y a un changement d'état de régime. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas, à partir du moment, on verra, il y a un changement de pente en fait. Donc on le voit passer. Ouais, mais vu que tu passes avant par d'autres états, où tu fais varier la température, la distorsion, j'ai l'impression qu'il faut déjà que tu saches jusqu'où tu veux aller. Ah non, non, non. Quand on fait une variation de température, gamma ne bouge pas. Quand on fait une dilatation volumique, gamma ne bouge pas non plus. Il n'y a que dans la dernière partie qu'on commence à faire bouger gamma. Voilà. Bon, disons qu'on peut dire gamma lim, vous le déterminez d'abord, comme ça, expérimentalement, pour connaître la valeur comme n'importe quelle limite élastique. Hein, voilà. Bien. Donc ça, c'est important. Donc voilà, dans le dessin du bas, apparaître la troisième flèche.
C'est-à-dire qu'on quitte la frontière des états admissibles et on reste dans l'intérieur des états admissibles. Gamma ne varie pas, on l'a vu tout à l'heure à cause de la loi de comportement. Hein, et donc, on aboutit à une valeur gamma quelconque. C'est-à-dire que grâce à ce chemin, je suis capable d'obtenir une valeur de gamma arbitraire et une valeur de P arbitraire. D'accord? Mais il faut plastifier avant de régler le gamma final. D'accord? Voilà. Bon, alors donc ce chemin-là est un peu plus compliqué que celui qu'on avait fait en élasticité, parce qu'on n'avait pas à faire varier la variable mnésique. Vous voyez? Donc on avait un chemin de moins. Hein. Là, il faut faire varier la variable mnésique, et on a appris tout à l'heure que pour faire varier la variable mnésique, il fallait circuler sur la frontière des états admissibles. D'accord? Bien. Alors, si on regarde l'énergie libre, dans le premier chemin, donc le chemin C1, j'y reviens, hein, comme on ne fait varier que la température, la variation d'énergie libre entre l'état 1 et l'état 0, qu'on peut mettre d'ailleurs à 0, l'énergie libre, ça n'a aucune importance, puisqu'il n'y a que les dérivés qui interviennent, c'est à une constante près, eh bien, c'est seulement une fonction de t. Hein. Donc, une fonction G1, que pour l'instant, je ne précise pas, mais je suis sûr que c'est seulement fonction de t, avec la condition quand même que G1 de t0 doit être égal à 0. Hein, bien sûr, puisque si on ne fait pas varier la température, à ce moment-là, l'énergie libre, l'état n'a pas du tout changé, et donc l'énergie libre ne varie pas. Bon, très bien. Dans le deuxième chemin, où on fait varier la dilatation volumique, donc c'est une dilatation sphérique seulement, hein, eh bien, la variation ne dépend que de T, la température qu'on a obtenue avec le chemin C1, et de kV, la dilatation volumique qu'on a imposée. D'accord? Avec quel que soit T, G2 de T et de 1 doit être égal à 0. C'est-à-dire, si je ne dilate pas volumiquement, dans le deuxième chemin, je n'ai pas fait varier l'énergie libre. D'accord? Alors, au troisième chemin, donc, je fais varier donc, T, kV jusqu'à gamma lim. La variation de l'énergie libre dans ce troisième chemin va être une fonction de T et de kV. Gamma lim, ce n'est pas une variable d'état, c'est juste une limite. Hein. Mais si gamma lim était égal à 0, eh bien ça ferait 0, c'est-à-dire que ça aurait plastifié tout de suite. Donc ça, c'est un truc, on le reprendra tout à l'heure, mais vous voyez que jusque-là, quand on parlait de plasticité, vous pensiez qu'il y avait forcément une zone élastique avant de plastifier. Mais non, on peut avoir gamma lim égale 0. Et ça donne des matériaux qui plastifient tout de suite. Ce n'est pas interdit, hein, comme la plasticine, la pâte à modeler ou des choses comme ça. Pourquoi pas, on peut modéliser des matériaux qui plastifient tout de suite dès le moindre gamma. Vous voyez? Bon, donc ce n'est pas interdit. Bon, voilà. Donc si gamma était égal à 0, eh bien on construira un modèle sans zone élastique qui plastifierait tout de suite. Et c'est sans doute plus intelligent qu'on ne le croit. Même pour les matériaux métalliques. On en reparlera peut-être à la fin, je ne voudrais pas tout donner tout de suite. Le quatrième chemin, c'est le chemin plastifiant. Donc là, on circule sur la frontière des états admissibles. Donc on fait varier P. Hein. Donc la fonction G4, c'est de T et de kV et de P, de la plastification. D'accord? Voilà. Avec, si on ne plastifie pas, eh bien, la variation d'énergie libre vaut 0 pour cette étape. D'accord? Et enfin, le dernier point, c'est quand on revient, c'est ce que les autres appellent souvent le retour élastique, hein, une fois que vous avez plastifié. Donc, vous avez une fonction, c'est G5, fonction de T, kV, gamma et P. Donc là, c'est la plus lourde, celle-là, et 4 variables à identifier. Hein. Et avec la condition que si gamma restait à gamma lim plus P, c'est-à-dire si je reste sur la frontière des états admissibles, la variation d'énergie libre sera égale à 0. Ça va? Voilà. Alors, donc, voilà les conditions disons, les fonctions G1, G2, G3, G4 et G5 sont les variations d'énergie libre sur chacun des chemins élémentaires. Si j'arrive à trouver ces fonctions-là,
je connaîtrai la variation d'énergie libre pour passer d'un état de référence à l'état actuel quelconque. Bien. Alors, les fonctions d'état. Donc, vous avez psi qui est égal à G1, variation pour le premier chemin, plus G2, variation pour le deuxième chemin, plus G3, plus G4, plus G5, les mêmes que je viens de définir. Ça, c'est la variation de psi pour aller d'un état de référence à un état quelconque, admissible. L'entropie, eh bien, elle est donnée par la relation de Helmholtz, donc on l'a établi. Hein. Donc, ce qui veut dire que je ne l'écris pas, mais ça va être aussi fonction de G1 jusqu'à G5 et de leurs dérivés. D'accord ? L'énergie interne, bah, c'est psi plus Cs, c'est la définition de l'énergie libre, donc ça va se calculer aussi en fonction de G1, G2, G3, G4, G5. Voilà. Et le sigma ref aussi, puisque psi, vous l'avez en fonction de G1, G2, G3, G4, G5. Vous le dérivez par rapport aux deux variables cinématiques kV et gamma, et ça va être des fonctions de G1, G2, G3, G4, G5. Je vous épargne ces écritures, mais elles sont dans le PDF, évidemment. D'accord ? Bon. Donc, tout ça, c'est des fonctions des G quelque chose, hein, de G1 à 5. Et de leurs dérivés par rapport aux températures, par rapport, bien sûr. Voilà. Les équations différentielles déterminant les G. C'est-à-dire, dans le chemin C1. Rappelez-vous, le chemin C1, on fait varier la température et on bloque toutes les autres variables. D'accord ? Donc ça, c'est une mesure calorimétrique. Vous êtes en train d'apporter de la chaleur pour faire varier la température dans des conditions expérimentales à des formations bloquées, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez écrire dans cette équation? Eh bien, écrire le premier principe de la conservation de l'énergie, premier principe de la thermodynamique, hein, à dire que l'énergie que j'apporte, ici la chaleur, il n'y a pas de travail, variation de travail, puisque vous êtes à des formations bloquées, il n'y en a pas. Hein, pas de variation d'énergie cinétique non plus, puisqu'on fait tout ça à l'arrêt. Hein, et donc, c'est égal à la variation d'énergie interne. Voilà, il y a de l'autre côté, vous n'avez pas l'énergie cinétique, hein, donc je vous rappelle, hein, tout le travail apporté et la chaleur apportée est égal à la variation de l'énergie interne plus la variation de l'énergie cinétique. Pas d'énergie cinétique, pas de travail apporté, voilà à quoi se réduit l'équation de la conservation de l'énergie. Et le Q1 exp que j'ai marqué là, tous les indices exp, ça va être des choses mesurées, c'est-à-dire vous regardez la quantité de chaleur qu'il faut pour élever à la température T. D'accord? Voilà. Donc, ça, le Q1 exp, c'est une mesure calorimétrique. Il faut regarder quelle est la quantité de chaleur que j'ai fait, dont j'ai eu besoin pour amener le corps de T0 à T. D'accord? Bien. Donc, c'est la conservation de l'énergie. Dans le chemin C2, je fais plus du tout de thermique, mais je suis en train de faire une expansion ou une compression sphérique. Hein, je fais varier kV, la dilatation volumique. Et donc, ce que je vais mesurer, c'est la contrainte sphérique, donc en fait le tiers de la trace, hein, que je vais devoir exercer, soit pour comprimer, soit pour étendre. Donc ça peut être une traction hydrostatique. C'est difficile à réaliser expérimentalement, mais ça ne fait rien, on idéalisera. Hein. En tout cas, ce qu'on va mesurer, puisque le tenseur des contraintes dans ce cas-là est sphérique, puisque j'ai un milieu isotrope ici, hein, donc je vais mesurer la contrainte moyenne. C'est-à-dire que ce que j'appelle sigma 2 exp, c'est la mesure que je fais. Quelle contrainte il faut pour que j'ai la dilatation volumique que je veux? D'accord? Alors, donc c'est évidemment le tiers de la trace de sigma rfp. Ici, comme je fais toutes les choses à l'arrêt, je n'ai pas de contrainte dissipative. Hein. Et le sigma rfp, je vous le rappelle, c'est des fonctions de G1, G2, G3, G4. Il ne faut pas l'oublier, parce que tout ça, ça va s'écrire en fonction de G1, G2, G3, G4. C'est marqué là-haut. D'accord? Bien. Dans le chemin, donc ça, on fait une mesure de contrainte moyenne. Sigma 2 exp, c'est une mesure de contrainte moyenne. Vous mesurez la contrainte moyenne pour obtenir la dilatation volumique voulue. Chemin C3,
c'est le cisaillement dans la zone élastique. Hein, donc pour gamma et gamma lim. Bon, eh bien, le taux 3exp, on mesure une contrainte de cisaillement, hein, eh bien, c'est le sigma 1,2 à condition que je fasse un glissement dans le plan 1,2, hein, avec un gamma qui passe de 0 à gamma lim. D'accord? Bon, donc pour faire varier le gamma, ben, l'expérience de glissement ou de cisaillement, c'est la plus commode. Hein, donc je le fais, voilà, et donc je mesure le taux 3exp, et ça sera fonction de gamma lim, parce que je vais aller jusqu'à gamma lim. Voilà. Mais gamma lim, ici, est une donnée matériau. Alors, le C4, là, c'est là qu'on fait la classification. Hein, donc, on mesure toujours, en fait, la même chose, c'est-à-dire la valeur de la contrainte tangentielle qu'on impose dans le cisaillement, mais au-delà de la limite élastique. D'accord? Bien. Bon, alors, donc, on fait ça. Donc, c'est toujours un glissement dans le plan 1,2, mais gamma, c'est gamma lim plus P, où P est la valeur de la classification que vous avez mis. Et on est sur la limite élastique, sur la limite des états admissibles. D'accord? Bon, alors donc on fait encore une mesure de contrainte tangentielle. Et puis, en dernier, eh ben, on fait encore une mesure de contrainte tangentielle, mais le gamma, on le ramène en dessous de gamma lim. Hein, et donc, on mesure ce sigma ref P 1,2, mais pour gamma inférieur à gamma lim plus P. Voilà. Bon, donc voilà les équations différentielles qui vont me déterminer G1, G2, G3, G4, G5, en fonction des expériences. Ce n'est pas tout à fait fini. Il y a la condition de continuité sur psi pour qu'il y ait la continuité des contraintes, cette condition de continuité qu'on a déjà écrite. Donc ça nous fait un système d'équations où les fonctions G1, G2, G3, G4 et G5 sont à déterminer. Alors, là, j'ai donné le principe de ces équations, mais il faut penser que dans les termes de droite, tout ça, c'est des fonctions de G1, G2, G3, G4, G5. Hein, c'est un peu lourd à écrire, c'est pour ça que j'ai fait ça dans Mathematica, pour ne pas faire d'erreur de report. Hein, mais la feuille de calcul que vous avez dans le poly, dans le PDF, elle est pas du tout, elle utilise très très peu les fonctions de Mathematica, c'est-à-dire que la résolution des équations différentielles est faite comme on aurait fait à la main. Vous voyez? Donc c'est faisable à la main, hein, c'est simplement que, bon, ça fait écrire moins de choses quand on utilise un logiciel de calcul formel. Voilà. Donc la continuité des sigma RFP. Alors la solution, bon ben voilà, on écrit ces équations-là. Hein, et notamment la dernière est parlante. Alors donc je ne vous donne pas le détail de la résolution, il faut aller voir dans le PDF où je donne dans le texte les méthodes, et puis dans le détail des calculs, dans la feuille de calcul, hein, on trouve les G1, les G points en fonction des expériences. Et ces G points, je ne vais pas vous les écrire là, mais c'est écrit dans le poly. La formule est écrite, c'est-à-dire que vous avez l'expression de l'énergie libre en fonction de toutes les mesures expérimentales. Voyez ? Et au passage, on trouve donc F psi, vous additionnez les G5, G1 jusqu'à G5, et puis Fs et Fe avec les relations que j'ai écrites là-haut, et le sigma Fp, c'est-à-dire vous obtenez la loi de comportement sans dissipation. D'accord ? Donc, vous voyez dans la section 5.4 du PDF, ça serait ridicule que je recopie toutes ces formules ici. Vous avez la solution qui est écrite, et vous trouvez aussi des relations qu'on aurait pu écrire tout de suite. Hein. C'est-à-dire que la fonction expérimentale T3, c'est forcément la fonction T5, mais avec P égale 0. Hein, c'est-à-dire, bon, on aurait pu les écrire tout de suite, on pouvait gagner du temps, mais ça ne fait rien, on les trouve comme conséquence, c'est pas grave. Hein. Et de même, la fonction T4, c'est la fonction T5 lorsqu'on est sur la frontière des états admissibles, c'est-à-dire lorsque gamma est égal à P plus gamma lim. Vous voyez? Bon, alors on trouve tout. Hein. Alors, il faut que vous voyez dans le poly véritablement les formules, c'est-à-dire l'expression de psi, de l'énergie libre, de l'entropie et du sigma Fp, en fonction des expériences.
voyez? Donc tout est déterminé par les quelques mesures qui sont là dans le chemin C1 jusqu'à C5. Une mesure de chaleur, une mesure de contrainte moyenne et des mesures de cisaillement, de contrainte tangentielle dans une expérience de cisaillement. Avec ça, vous atteignez un état quelconque dans l'espace des états admissibles. Vous voyez? Donc, c'est la bonne manière pour construire des psys qui aient du sens physique. Oui. Bon, alors, comme j'ai pas fait d'expérience, donc on va les idéaliser. Hein. Alors, la plus compliquée à idéaliser, c'est le tau5 exp, parce qu'il y a 4 variables. Hein. C'est une fonction de la température, de la dilatation volumique, et de gamma et de P. Hein. Donc, il y a les 4 variables. Alors, voilà, là, c'est une idéalisation complètement arbitraire qui n'a aucune justification scientifique ni expérimentale. Hein. Mais vous allez voir qu'il y a une arrière-pensée qui fait que ça marche bien quand même. Hein. Voilà. Alors, le détail sera donné dans la section 5.6 du PDF, mais voilà. Alors, la courbe expérimentale. Vous voyez que c'est à t égale constante et kv égale constante. En ordonnée, vous avez kv tau exp, c'est-à-dire le produit des deux. Hein, ce n'est pas deux courbes, c'est le produit kv tau exp. Et en abscisse, vous avez gamma, le cisaillement que vous imposez. Hein. Et donc, voilà comment on va l'idéaliser. Alors, premièrement, on va dire jusqu'à gamma lim, vous n'êtes pas de cisaillement, vous commencez à cisailler tranquillement jusqu'à gamma lim. Hein, on va dire que c'est une droite. Bon, voilà, c'est raisonnable que ça soit croissant. Dire que c'est une droite, bon, c'est pas obligé. Hein, mais c'est une droite dont la pente est mu0. Vous voyez? Donc, bon, ça, c'est arbitraire. Hein, c'est une idéalisation d'expérience. Si on faisait une expérience réelle, il y a peu de chances qu'on trouve une droite, mais bon, on va simplifier les choses. D'accord? Dans la deuxième partie, là, on a été au-delà de la limite élastique, on continue à cisailler au-delà de gamma lim. Hein, on va dire que c'est encore une droite, mais avec une pente différente. Donc la pente ici, c'est K0. D'accord? Ça aussi, hein, c'est une idéalisation. Hein, je ne défends pas que ce soit le résultat d'une expérience, mais bon, elle est raisonnable, c'est-à-dire que c'est clair que la contrainte augmente quand on continue à cisailler. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, et donc je transforme ça en droite, mu0p. Et puis après, donc quand je reviens à une valeur de gamma, eh bien, je vais supposer, puisque je suis en train de détendre, que ça revient avec la même pente mu0. Vous voyez? Bon, alors, donc, soyez bien convaincus que c'est une idéalisation d'expérience, que l'expérience réelle va ressembler à ça, mais ce n'est pas forcément des droites. Hein? D'accord? À partir de là, c'est des idéalisations complètement arbitraires. Hein? Je ne les défends pas. D'accord? Bon, alors donc voilà l'expression du tau exp. Hein. Vous voyez que j'ai rajouté les contraintes tangentielles à chaque fois dans les différents chemins. Quand je passe de gamma lim à gamma, évidemment, la contrainte diminue. Hein. Et on va dire que la diminution de contrainte tangentielle, c'est la même pente que celle qui était pour l'augmentation. Voilà, j'ai fait deux droites parallèles. Ce n'est pas obligé non plus. Hein. Voilà. Bien. Donc, après simplification, donc vous prenez l'expression au-dessus, voilà comment ça se présente. Hein. Donc, le tau simple exp, donc, vous voyez, il n'y a pas de variation en fonction de la température. Donc, vous voyez, c'est un choix, une idéalisation. Normalement, le mu0 et le K0 devraient être fonction de la température. Hein. Mais bon, et puis, la variation en fonction de kV, c'est 1 sur kV, c'est assez arbitraire aussi. Vous voyez ? Bon, mais c'est juste, normalement, il faut faire les expériences. Hein, il ne faut pas dessiner des courbes comme ça sans raison. Hein.
Donc normalement, vous devez avoir une expression en fonction des Qexp, sigma-exp, etc. Et là, je suis en train de simplifier outrancièrement le taux 5exp. D'accord? Bien. Ensuite, pour le chemin C1, c'est celui qui est avec le chemin C1, pas le C1'. Le chemin C1, c'était une augmentation de la température à déformation bloquée. Alors ça, c'est pas commode. Hein. On va faire en fait une augmentation de température en déformation libre, c'est-à-dire ça va se dilater. Et puis après, on va recomprimer pour le ramener à un kV égale 1 pour revenir à l'état 1. Vous voyez? Donc ça, on va le faire en 2 étapes. Voilà. Et on va idéaliser le Q1', c'est-à-dire la dilatation libre, hein, avec une formule Cp T-T0. Là aussi, il ne faudrait certainement pas faire varier trop les températures pour que cette idéalisation reste raisonnable. Hein. Bon, donc c'est une idéalisation là aussi. Hein. Normalement, vous allez, soit vous faites des mesures calorimétriques, ce qui est tout à fait possible, hein, soit vous allez essayer de trouver dans des bouquins de constantes de physique quelle est la valeur du Cp. D'accord? Bien. Et naturellement, ça va se dilater. Il faut regarder de combien ça va se dilater, puisqu'il va falloir refaire une compression après pour le ramener à la dilatation volumique qui est égale à 1. Là aussi, la dilatation, c'est une modélisation linéarisée en fonction de la température qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, et elle ne vaut pas grand-chose d'ailleurs, parce que kV est forcément supérieur à 1. Donc en fait, il faut que 1 plus bêta 0 t moins t0 soit quelque chose supérieur à 1. Hein. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, une idéalisation de sigma 2exp. Ça, c'est dans le chemin 2, je rappelle. Le chemin 2, il s'agit de faire varier kV à température constante et avec gamma égale 0. On ne cisaille pas. Dilatation volumique, dilatation sphérique. Hein, ici. Alors, comment on va faire? Ben là, j'ai fait une idéalisation en logarithme. Log de kV, j'ai pris. Vous voyez? Alors, le premier terme, c'est la recompression, là, hein, c'est-à-dire moins xi0 ln de kV 1', c'est-à-dire ce qui a été obtenu par la dilatation lorsqu'on a fait l'échauffement. Donc là, après, je suis revenu à kV égale 1. Et après, bon, ben, on fait évoluer, donc la loi, c'est en logarithme. Pourquoi en logarithme? Eh ben, c'était une fonction qui me semblait raisonnable pour son comportement aux limites. Notamment, lorsque kV tend vers l'infini, vous faites une très grande dilatation, eh bien, ça va tendre vers l'infini. Et quand kV tend vers 0, c'est-à-dire vous faites une compression, hein, eh bien, la contrainte tend vers moins l'infini. Donc, tout va bien. En fait, c'est une fonction arbitraire dont le comportement aux limites est plutôt raisonnable, contrairement à certains comportements mécaniques qu'on a pu voir passer en élasticité, où quand vous faisiez une compression à mort, on avait des contraintes qui redevenaient égales à 0, par exemple dans le modèle de Piola-Kirchhoff, ou des trucs comme ça. Hein. Donc, voilà. Bon, mais là aussi, la fonction logarithme que j'ai choisie, elle est arbitraire. Hein. Elle ressemble certainement à une fonction expérimentale, mais c'est peut-être pas un logarithme, mais c'est une fonction qui doit tendre vers plus l'infini lorsque kV tend vers plus l'infini, et lorsque kV tend vers 0, elle doit tendre vers moins l'infini, et le logarithme va bien. Vous voyez? C'est un choix arbitraire, hein, une idéalisation des expériences. Voilà. Donc après, on simplifie la formule. Donc kV sur 1 plus bêta t moins t0, c'est la dilatation qu'il y a eu pendant la phase de dilatation libre. Alors, donc maintenant, j'ai remplacé tous les x par ces idéalisations pour la chaleur, pour les contraintes tangentielles, etc. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens comme contrainte de référence avec ces idéalisations-là? Eh bien, voilà le résultat. Hein. Donc, c'est une formule relativement simple, hein, qui est fonction des coefficients arbitraires que j'ai introduits, K0, bêta 0, mu 0, etc. Voilà le résultat qu'on obtient lorsque on utilise ces idéalisations-là. Vous voyez?
Bon, ça, c'est du calcul. Hein, il n'y a qu'à les remplacer. Les fonctions expérimentales, vous les remplacez par ces idéalisations-là, et voilà le résultat que vous obtenez. Hein, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, donc là, ici, j'ai donné que le sigma ref. C'est généralement ce qui intéresse les gens, si on veut savoir quelle va être la loi de comportement en fonction des variables de déformation et de température. Bon, ben la voilà. Hein. Et n'oubliez pas que le S gamma que vous avez là, j'ai donné son expression en fonction du tenseur de déformation hein, dans une page précédente. C'est-à-dire que c'est une loi de comportement tout à fait ordinaire, hein, fonction du tenseur de déformation. C'est caché dans S gamma, mais c'est là. Hein. D'accord ? Bon, eh bien, voilà un psi construit. Hein. Et donc, on va faire un petit résumé sur la page suivante sur tout ce qu'on a fait pour la construction d'un psi. Hein. Voilà, résumé de la démarche. 1. Premièrement, construire un chemin qui vous permet d'atteindre un état admissible quelconque. Hein. Et donc, vous voyez que ce chemin, contrairement à l'élasticité où on pouvait faire les choses dans le désordre, ça n'avait pas tellement d'importance, puisque vous n'aviez aucune contrainte. Là, pour faire plastifier, c'est-à-dire faire varier la variable plastification, on a un bout de chemin qui doit passer par la frontière des états admissibles. Vous voyez ? Ça, cette contrainte-là, on ne l'avait pas dans la construction élastique. L'énergie libre massique de Helmholtz de l'état final, c'est la somme des variations de l'énergie libre dans chacun des chemins élémentaires. D'accord ? Les autres fonctions d'état s'en déduisent. Quand on a une énergie libre, on a tout. Hein, vous avez vu l'entropie, l'énergie interne, le sigma ref. Hein. Pour chaque chemin élémentaire, vous écrivez l'équation qui le régit. Donc soit c'est une mesure de chaleur, soit c'est une mesure de contrainte moyenne, soit une mesure de contrainte tangentielle. D'accord ? Dans des expériences idéales, alors elles ne sont pas encore idéalisées. Quand j'entends expérience idéale, ça veut dire que, premièrement, comme on travaille sur un échantillon fini et pas sur une particule, il faut être certain que le champ de température est uniforme. Ça veut dire que vous devez avoir un peu de patience pour attendre que la température soit uniformisée à l'intérieur du matériau. Deuxièmement, que les états de déformation soient uniformes dans l'éprouvettes. Et on n'en connaît pas beaucoup des déformations avec un état uniforme. Vous avez l'essai de traction, l'essai de cisaillement, dans une moindre mesure l'essai de torsion, mais en tube mince, où on a un état de déformation qui est à peu près uniforme, hein, en tube mince seulement, et c'est tout. Hein. Donc, vous voyez qu'il faut être dans des états de déformation uniformes, parce que sinon, on mesure n'importe quoi. Hein. Enfin, en tout cas, quand vous mesurez les choses. Donc, l'essai de cisaillement, je l'aime bien, même si virtuellement on ne le fait pas, c'est que l'état de déformation est uniforme dans toutes les éprouvettes. Il y a des effets de ménisque sur les bords, mais on l'a déjà vu. Et donc, on contrôle et on mesure facilement la contrainte tangentielle qu'il y a dedans en faisant le rapport F sur S, la surface collée. Donc, vraiment, c'est commode. Hein. Voilà. Et donc, vitesse nulle, champ uniforme. Ah, pesanteur négligeable, j'oubliais aussi. Bon, ouais, c'est vrai, c'est important. Sinon, c'est vrai qu'expérimentalement, c'est difficile de se débarrasser de la pesanteur. Encore que, enfin, on pourrait aller faire les expériences dans la navette, mais c'est vrai que la pesanteur, en général, apporte des champs de contrainte et de déformation qui ne sont pas tout à fait uniformes. Donc, il faut des matériaux ou des conditions expérimentales où la pesanteur est négligeable. Voilà. Et ces expériences idéales, donc, peuvent être en plus idéalisées par des fonctions arbitraires, comme je viens de le faire. Hein, des droites, des logs, des choses comme ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez les étapes. Hein. Les deux premières étapes, elles sont extrêmement rigoureuses. C'est-à-dire, vous déterminez tout en fonction des expériences. Donc, les trois premières. Hein, à partir du moment où vous idéalisez les résultats expérimentaux que vous croyez avoir faits, alors là, vous êtes dans l'approximatif ou dans l'idéalisation. Hein. Normalement, il faut faire les expériences, même la calorimétrie.
Bon, donc idéalisé par des expressions physiquement sensées. Physiquement sensées, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire, bah oui, c'est bien quand même que quand on augmente le cisaillement, la contrainte tangentielle augmente. Voilà. Hein, voilà, à ce moment-là, donc vous obtenez l'expression de l'énergie libre, hein, en fonction des expériences, et on vous en déduisez tout le reste, parce que quand vous avez l'énergie libre, vous avez tout le reste. Hein, la contrainte, le sigma ref, l'énergie interne, etc. Et l'énergie interne, c'est important parce que sa dérivée particulière intervient dans l'équation de la chaleur. C'est que quand vous allez résoudre un problème avec les équations de la chaleur, eh bien, il faut la dérivée de l'énergie interne. Dérivée particulière de l'énergie interne. Alors, pour la détermination des contraintes dissipatives, parce que là, on n'a déterminé que le sigma ref, hein, à partir de psi, eh bien, il faut faire des expériences à vitesse contrôlée pour comparer avec les expériences à vitesse nulle, pour évaluer les contraintes dissipatives en fonction de D. Vous voyez, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Ou de les idéaliser de manière arbitraire avec une viscosité constante, par exemple, si vous voulez. Mais ça, c'est arbitraire. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, sigma D, en fait, les contraintes dissipatives, ça sera mesuré par la différence entre la vraie contrainte à vitesse de déformation contrôlée et le sigma ref. D'accord ? Voilà. Bon, quelques variantes, parce que j'ai beaucoup d'arbitraires, donc je veux rassembler les endroits où vous avez du choix pour montrer que ce que j'ai fait là, c'est un modèle possible. Hein ? Bien. Alors, les variables d'état cinématique plus complètes, c'est-à-dire que déformation à 3 invariants, j'en ai pris que 2. Ici, j'ai pris que KV et la distorsion stérique, ou bien gamma, c'est pareil. Hein, voilà. Vous pouvez avoir des anisotropies. Donc ça va vous compliquer le chemin dans la définition de psi, parce qu'il va falloir faire varier l'orientation de la déformation par rapport à l'anisotropie. Toutes ces questions ont déjà été envisagées en élasticité. Hein. Mais donc, sachez que le chemin et les variations d'énergie libre vont être plus compliquées à écrire du fait que vous avez plus de variables d'état à faire varier dans le chemin de l'espace des états admissibles. Hein. Bon, mais donc, il n'est pas interdit de faire de la plasticité sur des milieux anisotropes, évidemment. Hein, ou au moins isotropes transverses, pour ne pas en avoir trop. D'accord ? Bien. Deuxièmement, la limite élastique dépend de la température. Hein, on en a déjà discuté, mais je le rappelle. Hein, ce n'était pas obligé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez reprendre à titre d'exercice la démarche que j'ai faite en disant, ben non, je suppose que je connais la variation de la limite élastique en fonction de la température, et je réécris tout. Hein, à partir de la dissipation intrinsèque non négative, vous réécrivez tout et vous allez voir, la relation de Helmholtz va être changée parce qu'il y a un T-point qui va apparaître en plus. Bien. Donc, écrire des choses comme gamma lim de T, mais à condition de les connaître, parce qu'il faut avoir fait peut-être des mesures pour avoir une idée, ou alors des intuitions microphysiques pour avoir une idée. À partir de quand se font les réarrangements de liaison en fonction de la température. Bon, ça, je ne me prononce pas là-dessus. Donc c'est un peu plus compliqué puisque ça modifie la relation de Helmholtz, mais à peine, quoi. C'est pas essentiel comme complexité. Je vous propose de regarder ça en exercice pour voir comment ça se passe. Bon. Voilà. À plastification immédiate. J'en ai fait une remarque tout à l'heure. On a dit, ah oui, gamma lim, ben, je peux très bien avoir gamma lim égale 0. C'est-à-dire que dès que je fais un cisaillement, ça plastifie tout de suite. Hein. Donc, et ça modélise des comportements comme la plasticine, des trucs comme la pâte à modeler, c'est employé par les artistes. Hein. Vous lui donnez une forme et il la garde. Hein. Et en fait, ce n'est pas si idiot que ça, même pour les matériaux
même pour les matériaux métalliques. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait des gros calculs sur des simulations d'arrangement d'atomes, donc des simulations de mouvements d'atomes organisés en polycristallin, et on sollicite ce truc-là nanomètre par nanomètre, c'est vraiment des... Bon. Et donc on voit, en regardant l'analyse de ces mouvements, les endroits où les liaisons se réarrangent, et les endroits où il y a des dislocations dans les cristaux. Et ce qu'on constate, au moins dans les simulations dont j'ai vu les résultats, c'est qu'en fait, ça plastifie très vite dans les joints de grains. Dans les joints de grains, vous avez des liaisons qui sont un peu désordonnées, parce que vous avez des liaisons entre deux cristaux qui ont des orientations cristallines différentes. Donc c'est un peu désordonné, les liaisons, et c'est là, à ces endroits-là, que se produisent les premiers réarrangements. Et on pourrait dire donc que ça plastifie. Mais très peu. C'est-à-dire que ça ne se fait pas dans beaucoup d'endroits, ça se plastifie très peu. Donc ce n'est pas forcément stupide de penser que quand on fait de la plasticité, eh bien on va dire que ça va plastifier tout de suite, mais d'abord très peu, et puis ensuite beaucoup. Vous voyez? Bon, alors, justement, dans le critère limite élastique, vous voyez, j'avais pris delta inférieur à delta lim, ça c'était le fait qu'il y avait des réarrangements qui se produisaient à delta lim. Mais si on dit qu'on transforme ce critère, non pas avec la fonction qui donne gamma, comme j'ai dit, mais d'une manière générale, h de delta inférieur ou égal à h de delta lim avec h, fonction monotone croissante, eh bien, en fait, vous allez pouvoir décider quand est-ce que la plasticité va être grande ou petite. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est intéressant, en fait, de dire que ça va plastifier tout de suite, mais la fonction h, elle va être choisie pour que ça ne fasse pas grand-chose au début, et puis qu'après, ça devienne véritablement sensible. Vous voyez? Et on est débarrassé de la discussion qui pose des problèmes numériques, de la fonction grand H, je suis sur la frontière ou à l'intérieur, etc. On peut très bien, en fait, envisager d'une manière tout à fait raisonnable et physiquement raisonnable, de dire que tous les matériaux plastifient tout de suite, ils n'ont aucun comportement élastique préalable, mais on ne le voit pas. Vous voyez? C'est-à-dire les effets sont petits au début. Donc ce n'est pas impossible de construire des modèles qui soient en fait numériquement beaucoup plus faciles à pratiquer, et qui soient physiquement raisonnables quand même. Oui? Alors, je ne veux pas entendre parler de numérique. Non, non, mais que... Absolument. Oui, et la seule différence, c'est que quand je raisonne comme ça, je réfléchis à la physique des choses. Quand on fait de la régularisation, on régularise, mais quelle est la signification physique? Est-ce qu'on a le droit de régulariser? Est-ce que c'est physiquement absurde ou pas? Vous voyez, c'est ça la différence que je fais entre la physique et la mécanique numérique. C'est qu'on peut calculer comme on veut, mais si ça change trop la physique, eh bien, je demande à voir. Ça arrange le numérique, et en fait, le fait est que, basé sur un argument physique, finalement... Voilà, là on est d'accord, c'est une bonne nouvelle pour la régularisation, mais la régularisation est acceptée en tant que procédé numérique. Attention, vous voyez? D'accord, voilà. Alors donc oui, donc ta remarque est parfaitement justifiée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est physiquement pas absurde de régulariser, au moins avec cette arrière-pensée dans la tête, en disant au début, oui, bon, la plastification est très faible, et puis après, ça augmente de manière notable. D'accord, voilà. Donc, mais tout ça, c'est des choses qui devraient s'analyser à partir de l'expérience. Voilà, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire de numérique. Je ne veux pas en faire. Non, je voulais juste t'embêter. Peut-être te parler un petit peu du tenseur des... Comment? Je voulais t'embêter en parlant du tenseur des psy. Ah, bon, oui, pardon.
Alors, la fonction h donc, permet de moduler la loi d'évolution. Ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous reprenez le développement que j'ai fait, hein, et vous remplacez le critère delta inférieur ou égal à delta lim par h de delta inférieur ou égal à h de delta lim, et puis vous enregistrez de la même manière. Vous regardez les dépassements de h de delta, hein, et vous verrez que dans la loi d'évolution, il y a un h' qui va intervenir. Et comme vous avez le choix du h, bon, monotone croissant quand même, hein, eh bien vous avez le choix du h'. Donc véritablement, là, vous modulez votre modèle comme vous voulez. Ça a du sens physique. Hein. Voilà. Alors après, vous pouvez choisir un autre critère de déclenchement de la classification. Par exemple, la limitation de la distorsion angulaire, au lieu de prendre la distorsion stérique, la distorsion angulaire. C'est moins bien, à mon sens, parce que la distorsion stérique, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez autour d'une particule une infinité de trièdres qui atteignent cette distorsion stérique maximale, alors qu'en distorsion angulaire, il n'y a qu'un couple de directions qui atteignent la distorsion angulaire maximale, et que vous avez moins de chances que ce couple-là corresponde à des directions cristallines particulières. Vous voyez, tandis que dans l'autre cas, j'ai plus de chances de tomber sur un cristal qui va bien et qui va plastifier à ce moment-là. Hein. Donc en fait, et puis après, du point de vue des expressions, c'est un peu plus compliqué parce que la distorsion angulaire en fonction des invariants donne des expressions beaucoup plus compliquées que la distorsion stérique. Bon, après, vous avez encore le choix de la mémorisation du chemin suivi. Ici, voilà, j'ai rappelé la formule que j'avais choisie, c'est-à-dire je prends le plus grand dépassement depuis T0. Bon, c'est un choix. Et vous avez le droit de choisir une autre mémorisation. Hein, c'est-à-dire comment est définie, comment la variable d'état P mémorise ce qui s'est passé. Il y a moyen de choisir autre chose. Vous voyez? Donc là encore, un choix possible. Donc, je tenais à souligner tout ça. En fait, c'est la reprise des hypothèses qui ont été faites au cours de l'exposé, mais c'est bien de les rassembler à la fin parce que ça vous montre toute la liberté qui reste encore par rapport au modèle qu'on a fini par construire. Hein. Et je vais montrer les illustrations numériques et on s'arrêtera là. Alors, donc, je me suis amusé à calculer avec le modèle idéalisé les droites, etc., et les logs. Oui, les idéalisations, c'est pareil. Là, vous avez des libertés, vous pouvez prendre d'autres idéalisations que celles que j'ai faites. Bon, alors je me suis dit, bah oui, hein, la plasticité, tout le monde a envie de voir la courbe de traction d'un modèle, d'un matériau plastique. Hein, et donc, on va essayer de la reconstruire. Hein, vous tirez sur une éprouvette, tout le monde a vu ça. Hein, puis vous relâchez, et voilà, et on va regarder, on va faire ça. Hein, avec le modèle idéalisé que j'ai choisi, bien sûr. Bon, alors si j'appelle E1 la direction de traction, si je dis que dans la traction, c'est ce qu'on suppose habituellement, le tenseur des contraintes est uniaxial, hein, il n'a qu'une seule composante dans la direction E1. En revanche, le tenseur des déformations, lui, ne l'est pas. C'est un des ennuis, d'ailleurs, de l'essai de traction, c'est qu'on a l'impression de faire varier qu'une chose. Non, c'est pas vrai. En déformation, on en fait varier deux. Lambda 1 et lambda 2, la déformation transversale, et il est impossible de les contrôler séparément. Elles varient toutes les deux simultanément. Et ça, c'est un inconvénient de l'essai de traction que je n'ai pas dans l'essai de cisaillement, où je dis je fais varier les distorsions et rien d'autre. Bon, voilà. Alors donc, bon, ça c'est connu, hein. Sauf que le lambda 2 ici, je n'ai pas mis coefficient de Poisson, ni rien du tout, hein, ce n'est pas la loi de Hooke, on a une loi de comportement non linéaire, grande déformation, isotrope, tout de même. Hein. Voilà, bien. Alors, des variables d'état cinématique que j'ai choisies, j'ai KV, donc c'est le déterminant de B, c'est la racine du déterminant de B, oui, c'est ça. Lambda 1, lambda 2, je ne les ai pas précisés, ce sont les dilatations linéiques principales.
hein. Donc, les valeurs propres de B, c'est les carrés des dilatations linéiques principales. Voilà, donc KV, c'est lambda 1 fois lambda 2 carré. Et puis, le gamma, bon, je vous fais grâce du calcul cinématique. Voilà, voilà le gamma pour un tel B. Voilà. Alors, voilà, pour un tel B, c'est celui-là. C'est-à-dire en fonction de lambda 1, lambda 2. Voilà la distorsion, enfin, disons, la distorsion stérique transformée par la formule pour obtenir un gamma. Bon, donc, voilà. Et donc, avec le modèle TKV delta P idéalisé précédent, hein, avec les droites, les logs, etc., le sigma 1, eh bien, vous voyez que ça va être fonction de T, de lambda 1, lambda 2 et de P, avec une certaine fonction F1 que je n'écris pas, mais que vous avez dans le poly en utilisant la loi de comportement qu'on a trouvée. Hein. Voilà. Alors, je ne l'écris pas parce que c'est une fonction un peu compliquée. Et puis, d'autre part, la deuxième égalité, c'est les deux zéros que vous avez là, c'est-à-dire sigma 2,2 et sigma 3,3, toujours avec la même loi de comportement, hein, qui vont s'exprimer avec une fonction F2 de lambda 1, lambda 2, lambda 3. Si je voulais écrire la courbe de traction que tout le monde a envie de voir, il faut que je sorte lambda 2 de la deuxième équation, que je reporte dans la première équation, et j'aurai à ce moment-là sigma 1 en fonction de lambda 1, c'est-à-dire la courbe de traction que tout le monde a envie de voir. Eh bien, même avec le modèle très simplifié que j'ai choisi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne savez pas, parce que la fonction f2 ici est une fonction transcendante avec des logs, etc., vous ne pouvez pas sortir lambda 2 en fonction du reste. Vous voyez? Alors, bon, ben, puisqu'on ne peut pas, eh bien, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'éliminer, ben, on va faire une simulation numérique pour obtenir le résultat quand même. Hein. Mais en tout cas, je ne peux pas trouver analytiquement la courbe de traction. Vous voyez? Analytiquement, je ne peux pas, parce que je ne sais pas extraire lambda 2 en fonction de t de lambda 1 et de p et le reporter de l'autre côté. Voilà. Alors analytiquement, je ne peux pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est simplement que je ne sais pas résoudre l'équation. Hein. Et donc, on va faire une simulation numérique. Voilà. Alors, la simulation numérique, bon, eh bien, je vais simuler d'abord une traction, bon, puisque c'est la courbe qu'on avait envie d'avoir. Hein. J'utilise comme sol. J'aime bien ce logiciel parce qu'on y fait ce qu'on veut. Je l'ai déjà expliqué en élasticité, mais en fait, je l'ai utilisé sans physique déclarée. C'est-à-dire que j'ai utilisé comme sol pour résoudre les équations que j'avais envie de résoudre, sans lui dire que c'était de la mécanique. Ça me permet d'être absolument certain que je n'ai pas des intuitions de mécanicien dans le logiciel, qui seraient intervenus, comme par exemple la régularisation, hein, pour résoudre mon problème. D'accord? Donc, sans physique déclarée, donc je suis sûr de ne pas avoir de dérivée objective, pas de loi tangente, rien du tout. Hein, voilà. Bien. Le matériau, bah, j'ai pris quelque chose qui ressemble à un acier ordinaire pour que l'essai de traction que je vais faire ressemble à celui que vous avez envie de voir. Voilà. Avec le choix que j'ai fait, j'ai pris un gamma lim égale 4-10-3. C'est un choix, hein, mais qu'il est raisonnable parce que ça correspond à peu près à ce qu'on voit sur les aciers. Bien. La sollicitation, traction. Alors, donc, traction, je vous fais grâce des détails. Hein, vous savez, les conditions limites habituelles, j'ai mis des symétries et tout ça. Bon. Hein. Ce qui est important de voir, c'est que j'ai fait un déplacement imposé de 0% jusqu'à 0,5%, donc tiré de 0,5%, j'ai dépassé donc la limite élastique, et puis après on ramène à 0% avec la machine. Donc on tire, en ayant dépassé la limite élastique, vous allez le voir, puis on ramène à 0. Voilà. Hein. Bon, alors, isotherme. Pour que le résultat soit pédagogique. J'aurais pu mettre l'équation de la chaleur, je ne l'ai pas mise. J'ai dit T égale T0 tout le temps. Bon. Pas de viscosité, sinon il aurait fallu que je regarde en fonction de l'évolution en fonction de la vitesse de déformation. Donc c'est pour que le résultat soit pédagogique. Hein, bon, conditions à limite habituelles en traction, bon, c'est-à-dire symétrie, machin, je ne vous embête pas avec ça. Et voilà des résultats. Alors, premièrement, vous trouvez que
tous les champs sont uniformes dans l'éprouvette. Donc, déformation uniforme, contrainte uniforme, etc. Hein, et puis, KV uniforme et distorsion uniforme aussi. Mais on a envie de voir la courbe de traction que tout le monde trace sur sa machine. Donc, la voilà. Vous avez l'évolution de la contrainte normale, donc sigma 1 en abscisse. Et en bas, j'ai mis l'allongement relatif. Pas le lambda, mais lambda moins 1. Hein, bon, c'est pas... Et donc, voilà la courbe. On part de 0, 0 ici. Donc, à gauche, le point en haut, à gauche, là, voilà. Au début, on augmente jusqu'à la limite élastique. Après, il y a un changement de pente, là, qui apparaît à cause du fait que mu0 et k0, ce n'est pas les mêmes. Hein. Et puis après, donc, on est arrivé à 0,5% au bout de la courbe, là-haut. Et puis, on redescend. Et voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez qu'à charge nulle, donc si vous à partir du zéro horizontal, là, vous voyez qu'il reste une déformation, permanente, quoi, si j'étais pas revenu. Donc j'ai dû recomprimer avec des contraintes négatives pour revenir à longueur nulle. Vous voyez bien? Non? Oui, mais la chaleur, je ne comprends pas en quoi tu as besoin de faire du numérique pour faire ça. Eh bien, parce que l'équation... oui, d'abord. L'équation F2 était une expression compliquée. Je ne pouvais pas sortir lambda 2 en fonction de lambda 1. Hein, et donc, j'ai dû faire du numérique. Les droites que l'on voit ne sont pas des droites. C'est-à-dire que c'est parce que les déformations que j'ai prises sont véritablement très petites. Hein, et on va aller plus loin tout à l'heure dans les déformations, dans un truc qui n'est pas de l'essai de traction que tout le monde fait sur sa petite éprouvette en première année. Hein. Mais les droites ne sont pas des droites, elles sont seulement des courbes de déformation élastique non linéaire dans le domaine des toutes petites déformations, puisque je n'ai été que jusqu'à 0,5%. Ah mais non, non, non. Non, 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 ça n'est véritablement pas des segments de droite. Vraiment. Hein. Parce que ce que j'ai linéarisé tout à l'heure, c'est un essai de cisaillement, et là, c'est un essai de traction. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, alors, rappelle-toi, dans le cours d'élasticité, j'ai fait le même essai, mais sans plastification, évidemment, il y avait la première courbe. Quand on fait l'essai avec des petites déformations, on trouve quelque chose de quasi droit, mais si on pousse plus loin, on voit clairement la courbure. Mais pour un acier, ce ne serait pas raisonnable de dire j'allonge de 100%, mais pour un élastomère, c'est parfaitement raisonnable. Hein. D'accord? Bien, alors l'évolution de la plasticité, bon, on la voit bien. Hein, toujours en fonction de l'allongement relatif de l'éprouvette. Au début, ça ne plastifie pas, le P reste égal à 0. Ensuite, ça plastifie jusqu'au déplacement maximum que j'ai imposé de 0,5%. Et puis après, dans la phase suivante, lorsque je reviens dans... Eh bien, ça ne plastifie pas. Enfin, je veux dire, la plasticité n'évolue plus. Voilà. Bon. Donc, on retrouve ce qu'on a envie de voir. Mais il n'y a pas la loi de Hooke, hein, il n'y a pas c'est une loi de comportement non linéaire, etc. Là, le fait que ce soit des droites, c'est juste parce que c'est les débuts des courbes. D'accord? Voilà. Donc l'apparente linéarité des courbes, hein, c'est ce que je disais, est due aux allongements relatifs très petits, puisque je suis en dessous de 5 pour 1000, quoi, vraiment. Hein. Donc si j'avais fait une simulation d'un essai de traction avec un élastomère, ça serait possiblement différent. Et j'aurais pu même faire, en choisissant les expériences qu'il faut, simuler un effet Payne, par exemple. Hein, c'est-à-dire la non-linéarité de... Voilà. Bien, c'était juste... voilà. Et là, pour que ce soit un peu plus amusant, on va prendre un truc qui n'est pas un essai de traction, mais une forte flexion, une flexion 3 points. Hein. Donc le même matériau, c'est un bout de ferraille, hein, mais je vais le solliciter autrement. Alors l'éprouvette, 10 sur 10 sur 160, hein, pour vous donner à peu près les échelles. Voilà, 16 cm de hauteur. Et donc, j'en ai modélisé que le quart. C'est-à-dire que la face que vous avez devant vous, c'est un plan de symétrie, et la face inférieure, c'est un plan de symétrie. D'accord? Et puis, voilà, les deux plans de symétrie, donc y égale 0 et z égale 0.
Et un appui fixe à z égale 0, x égale 10, c'est-à-dire en fait l'arête inférieure qui est cachée, elle est bloquée en déplacement suivant y. Et un appui mobile, donc de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'arête supérieure, mais qu'on voit, hein, qui est visible, la petite arête là, où on va imposer des déplacements. D'accord? Donc c'est une flexion de 3 points, mais il n'y en a que la moitié, quoi. On a fait la symétrie. En bas, c'est fixe, en fait, et en haut, c'est mobile. Bon, vous allez voir le mouvement. Donc ici, j'impose un déplacement de 5 mm, c'est-à-dire la moitié de l'épaisseur de l'éprouvette. Hein, l'éprouvette fait 10 sur 10, et j'impose un déplacement de 5. Alors, les résultats, lorsque on est au déplacement maximal de 5 mm. Hein, voilà. Alors donc là, ce qu'on voit, c'est la contrainte normale, donc le sigma vertical, hein, dans des sections droites. Donc vous voyez qu'on n'a rien tout en haut, c'est-à-dire il n'y a pas de flexion, donc il n'y a pratiquement pas de contrainte dans la partie supérieure. Et puis en bas, ben, on a d'un côté des compressions, de l'autre côté de la traction, hein, sachant que c'est bloqué en bas et mobile en haut. Hein. Et donc les contraintes, bon, c'est les contraintes NT, sigma, NT. Hein. C'est-à-dire que NT, c'est l'orientation actuelle de la normale. Hein. Donc, c'est dans les contraintes actuelles. Hein. C'est-à-dire que, oui, pas confondre NT et N0. Hein. Bon, donc, je l'ai fait correctement. Là, vous avez la courbe, enfin, les isocouleurs de plastification, c'est-à-dire la valeur de P. Vous voyez que dans la partie, grosso modo, les 2/3 supérieurs de l'éprouvette, il n'y a pas de plastification. Hein, et que c'est plastifié dans les zones en couleur en bas. Hein, donc la valeur de la plastification est comme ça. Voilà. Hein, et c'est positif, évidemment, la plastification. Donc on a la plastification. Là, je vous mets un petit supplément gratuit. Pour ceux qui voulaient me parler de epsilon, vous avez la norme de Gradu qui est tracée. La norme de Gradu, elle est maximum en haut, là où ça ne se déforme pas. Alors, est-ce qu'on peut négliger une norme de Gradu dans la définition de epsilon? Voilà, je vous pose la question, vous y réfléchirez tout seul. Hein. Voilà. Ensuite, bon, on peut le repasser, vous l'aurez en détail dans le PDF pour y réfléchir posément en regardant les valeurs. Hein. Alors, après, je redonne des résultats. Après le retour élastique, c'est-à-dire on arrête le déplacement, j'attends que la déformation soit nulle. Alors donc le déplacement résiduel, c'est pour vous donner... non, pardon, c'est pas le déplacement, excusez-moi, c'est la déformation résiduelle. C'est la norme de V moins G. Hein. Donc vous avez 0 dans la déformation résiduelle, pas de déformation. Hein. Et là, en bas, vous avez des déformations résiduelles qui apparaissent dans les zones où on a plastifié. Vous voyez? Alors ici, pour voir les déformations, bon, ben, j'ai choisi de prendre la norme du tenseur de déformation, ce qui n'est pas enfin V-G, la terme de epsilon V. Là, vous avez les contraintes résiduelles. Voilà, les contraintes qui restent après le retour élastique. Donc, bon, ben, dans les zones où ça a plastifié, clairement, vous avez des contraintes résiduelles. Hein. Et les contraintes résiduelles, ce n'est pas comme tout à l'heure des NT, sigma NT. Ici, c'est la norme de sigma. Hein. Donc, j'ai pris la norme du tenseur des contraintes, et c'est ces valeurs-là que vous voyez. C'est un bon truc de regarder s'il y a des contraintes résiduelles que de regarder la norme du tenseur des contraintes. Si c'est nul, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de contrainte, et si c'est pas nul, c'est qu'il y en a. Maintenant, bon, j'aurais pu tracer des normes de contraintes si NT, sigma NT, si on veut, mais voilà. Bon. Le déplacement résiduel, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est en haut qu'on a le plus grand déplacement résiduel, c'est-à-dire 1 mm à peu près. Donc, il nous reste 1 mm de déplacement en flexion. Hein, on était parti jusqu'à 5, et quand on a tout relâché, on n'a plus qu'1 mm. Donc il est clairement déformé de manière permanente, hein, puisqu'il n'est plus droit. Et ici,
je montre qu'il faudrait comparer avec la figure de plastification de la page précédente, c'est la même, ça n'a pas changé. Voilà. Bien. Bon. Résumé du modèle de plasticité, bon. Oui, allez, je finis ça, et puis la prochaine fois, on aura fini avec la plasticité. Donc, c'est juste une synthèse de la plasticité. Je m'excuse, je vais déborder un petit peu. Alors, les caractéristiques principales que j'ai développées sont le seuil de plastification, hein, delta inférieur à égal à delta lim, ou équivalent à gamma inférieur ou égal à gamma lim, une seule variable mnésique, hein. Les variables d'état que j'ai choisies dans ce modèle, c'était TKV delta, mais là aussi, vous pouvez changer pour l'enrichir, hein, avec des anisotropies ou avec une information plus complète sur les déformations. Il existe un espace des états admissibles. Ça, c'est dû au modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plastifié sans avoir fait certaines choses avant. Hein. Le comportement mécanique, je le rappelle, donc c'est sigma ref plus sigma d. Sigma d, la contrainte dissipative, qui dépend de la vitesse de déformation et qu'on peut modéliser comme on veut. La contrainte de référence sigma ref est déterminée par l'énergie libre de Helmholtz. Vous avez vu comment on peut en construire. Hein. Donc voilà. Et elle est identifiable par des mesures statiques, hein, puisqu'on ne veut pas être embêté avec le D, hein, de chaleur, de contrainte en déformation sphérique et en glissement. Hein. Voilà. La contrainte dissipative est telle que sigma d 2.d, vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais il faut respecter cette inégalité, c'est indispensable. Hein. Et bien que les essais de traction et de flexion n'aient pas servi à identifier le modèle, puisque je n'ai fait que de la dilatation volumique et de cisaillement, eh bien, le modèle exhibe, dans un cas de sollicitation qui n'a pas servi à son identification, il exhibe des comportements raisonnables. Contrairement aux démarches qui sont faites dans beaucoup de publications, où on se base seulement sur un essai de traction. Donc, quand on se promène sur un essai de traction, on n'explore pas tous les états possibles, parce qu'il y a forcément une relation entre la dilatation volumique et la distorsion qui sont introduits par l'essai de traction, parce qu'on ne contrôle pas lambda 2 et lambda 1 indépendamment. Vous voyez ? Donc, on ne parcourt pas l'ensemble des états possibles, et si on construit une énergie libre qui colle bien avec l'essai de traction, eh bien, il n'est pas garanti qu'elle colle avec d'autres essais. Vous voyez la différence de traitement. Voilà. Bien, donc je m'arrête là.